Sida, dengue, Zika, l'homme est de plus en plus confronté au virus qui tue. La diffusion constante d'épidémies à l'échelle planétaire fait trembler le monde. L'homme parviendra-t-il à gagner tous ses combats contre l'infiniment petit? Un reportage dans cette édition. La récolte va-t-elle pouvoir démarrer? Une énième rencontre était prévue aujourd'hui entre représentants des syndicats et le médiateur des représentants patronaux, Martial Bisram, délégué syndical de l'UGTG, notre invité pour faire le point sur ce dossier délicat. Et faut-il aider la police à craquer les téléphones portables lors des enquêtes criminelles? Le FBI vient de réclamer au géant Apple le décryptage d'un iPhone. Celui-ci a refusé. Et vous, qu'en pensez-vous? Reportage dans un instant. L'hôtel Saint-Georges va définitivement fermer ses portes dans quelques jours. Au sein de cet établissement qui a eu son heure de gloire, plane une certaine nostalgie. Le dernier séjour de Loïs Ignace à l'hôtel Saint-Georges dans cette édition. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons tourner ensemble les pages de l'actualité de ce vendredi 19 février. La récente émergence du Zika rappelle la vulnérabilité de l'homme face aux maladies infectieuses. Sida, herpès, dengue, Ebola, l'homme a toujours été confronté à ces défis de santé majeurs. En raison du développement des moyens de transport, les virus se déplacent à l'échelle planétaire. En avez-vous peur? Pensez-vous que l'homme peut gagner ses combats contre l'infiniment petit? Bénédicte Jourdier et Moïse Dexter ont recueilli vos avis sur cette inquiétante question. Combattre les virus, oui. Déjà, la règle d'or, c'est de se laver les mains régulièrement. Avec le mode de vie maintenant, l'hygiène maintenant, donc on est assez protégé, je pense. Atténuer, oui, mais après, combattre, ça serait un peu compliqué, vu tout ce qui se passe de nos jours. Après, si on en a peur, bien sûr que oui, on a peur, mais on n'y passe pas tout le temps. Mais il faut prendre ses précautions. Je crois qu'on peut les combattre. Ça va durer, ça prend du temps, mais de toute façon, ça ira et on n'en a pas peur. C'est le docteur qui peut sauver nous avec les maladies là, ça, hein, parce que c'est une maladie qui risque. Il y a beaucoup. Et est-ce que vous en avez peur? Ah, mais là, on mettait sur ce compte c'est lui qui met. Oui, on peut les combattre. Après, il faudrait les moyens pour lancer les recherches et l'autre. Et est-ce que vous en avez peur? Bon, ça va, je me protège. Si on se protège, faut pas avoir peur, mais si on a si c'est assez grave, ce sera compliqué. Moi, je pense qu'il ne faut pas vraiment avoir peur, il ne faut pas vivre dans la crainte. Et qu'il faut, une fois qu'on se protège, on fait attention à tout ce qu'il y a autour, il n'y a pas de crainte à avoir. Il suffit de vivre, de bien s'alimenter, de faire du sport. Si on se soigne, enfin, on vit une vie normale, on aura des maladies, mais personne n'est immunisé contre les maladies. C'est pas la peine de craindre, ça ne sert à rien. Mais moi, je n'ai pas de chikungunya parce que moi, je sais nettoyer ma maison. Avec la fumée, sida, je n'ai jamais attrapé du sida parce que j'ai fréquenté un seul homme. Bon, et ils sont déjà morts. Alors, j'ai pas de sida. Alors, c'est les jeunes qui ne vont pas autour, hein, ils sont toujours dans. Hein? Quelle est la cause des cas de microcéphalie qui se multiplient au Brésil? Plusieurs études se contredisent sur cette question. Les autorités du pays accusent le Zika d'en être le responsable. Mais certains médecins brésiliens et argentins considèrent que les épandages d'un pesticide seraient étroitement liés à l'apparition de malformations crâniennes de certains bébés. Ils exigent d'ailleurs qu'une enquête approfondie soit menée. En attendant, le principe de précaution prévaut. L'agence régionale de Guadeloupe dresse un premier bilan du virus du Zika qui compte déjà plus de 6000 cas en Martinique. Et le point sur les pulvérisations d'insecticides menées sur notre territoire avec le directeur de l'agence régionale du pôle de veille sanitaire de l'agence régionale de santé. Alors les pulvérisations, quand elles sont nécessaires, sont effectuées. Pour l'instant, les seules pulvérisations qui ont été menées chez des personnes confirmées Zika, confirmées infectées par le virus du Zika, et aussi lorsqu'il y avait une prolifération particulière de moustiques. Aujourd'hui, nous avons eu 25 cas confirmés. On peut dire que tout ou partie de ces 25 cas ont fait l'objet, lorsque c'était nécessaire, lorsque les personnes étaient d'accord aussi, pour une pulvérisation
intradomiciliaires. Avec quel produit? Alors le produit qui est utilisé par le service de lutte antivectorielle ici, c'est la deltamétrine. Et c'est le seul produit d'ailleurs qui est autorisé. Et le fait que ce soit le seul produit autorisé nous expose à des résistances des moustiques, d'où une utilisation vraiment précautionneuse et sans outre mesure. Par contre, nous n'avons pas d'informations particulièrement sur les produits qui peuvent être utilisés dans la lutte contre les moustiques au Brésil. Et c'est vrai que nous attirons toujours l'attention des personnes, des autorités aussi, comme quoi les produits utilisés dans la lutte contre les moustiques, la plupart du temps, ce sont des produits chimiques qui détruisent le moustique d'un côté, mais qui potentiellement peuvent avoir un impact sur l'environnement. D'où des utilisations vraiment réfléchies, rationnées. Chaque année, la Guadeloupe assiste à ce bras de fer entre syndicats de la filière canne et patronat après une énième rencontre organisée aujourd'hui entre l'UGTG et le médiateur Pascal Abozo, représentant des patronaux. La récolte va-t-elle pouvoir enfin démarrer? Martial Bisram, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le délégué UGTG qui représente la filière. On regarde d'abord le reportage de notre reporter Karen Diamin qui a assisté à cette énième table ronde. À l'approche du début officiel de la récolte sucrière, la situation semble se détériorer entre syndicats et patronat. Nous sommes très déçus pas d'avoir ça mal passé. La partie patronale de caractère de position a eu de discuter en pourcentage avec nous, alors que là nous en valeur absolue. Nous avons 35 € pour l'ensemble du personnel, il y a 0,45% pour l'ensemble du personnel. Ça fait un moyen à peu près de 8 € par personne. Donc on voit qu'il y a une grande marge de différence et que tout le temps qu'il n'y a pas parlé le même langage que nous, les discussions qui étaient à ce point-là. Par contre, c'est eux qui décident de lever dans notre table, c'est eux qui ont convoqué nous. Et du côté patronal, le discours reste le même. Nous avons connu un blocage. La partie syndicale n'a pas souhaité faire évoluer sa demande, alors que nous avons fait un pas vers eux. On leur a proposé une augmentation généralisée des salaires de 0,45%. Le débat aujourd'hui, c'est sur la forme de l'augmentation. Eux souhaitent une augmentation généralisée de 35 € pour tout le monde, ce qui pose quelques problèmes. Et nous souhaitons que ça soit plus proportionnel. Toutefois, les syndicats restent ouverts à la discussion et attirent néanmoins l'attention sur d'autres problématiques. Faisons ça aussi que nous pour nous faire nous tout un protocole d'accord. Nous avons l'ambition de notre protocole d'accord. C'est eux qui ont fait j'avais tête nous. Il y a des différences à discussion là. Il y a 8 €, nous à 35. Il y a un grand marge. Il n'y a encore chemin pour venir joindre nous. Donc voilà, donc à ce point-là ça aussi. Faisons ça aussi que les usines et les distilleries pour parer. Ils pour parer à boire et canne. Encore une fois, fait pas les planter et l'opinion publique penser que c'est nous qui avons bloqué Nao. Nous avons monté chaque mardi, vendredi, convoquer nous pour trouver un protocole d'accord. C'est eux qui ont tué réunion à chaque fois. Après cette 8e rencontre qui n'aura pas abouti, le début de la récolte sucrière risque d'être reporté. Martial Bisram, quand est-ce que vous allez passer à la récolte? Quand est-ce que ce conflit va se terminer, cette négociation? Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a un conflit. Premier but, les meetings, les négociations à ça, nous savons très bien qu'ils tiennent compte de date à la récolte. Il faut savoir que les commissions mixtes assemblées normalement mercredi, ils ont prévu qu'à partir de mercredi, que le patronat qui est organisé et bien les moyens, puis ça va négocier. Je dis là, et puis parce qu'en fait, pour son choix qu'il fait, le choix là, ça a consisté à l'activité. Quand maintenant, je dis là, à nos bras de fer, elle veut planter, à bras de fer, elle veut peuple Guadeloupe. Ça veut dire que je dis là, planter là, qui vous a coupé canaille, il n'y a pas la raison, il s'avance bien qu'il va tout le temps pour nous négocier. Et malheureusement, je dis là, il vous a coupé canaille, et alors il faut bailler les moyens pour couper canaille. Mais ce qui est important dans le cadre de ça aussi, il faut comprendre dans les canailles d'Ao, et la question que les gens posent très souvent, et qu'a demandé pour quelle raison que c'est dans les mêmes époques que nous avons négocié. Chaque année, la Guadeloupe a assisté à habiter à ça. Que les négociations sont obligatoires, c'est un article de loi qui a dit, 2245-5, à code du travail, qui a obligé que le patronat a négocié avec le premier butin. Mais il aussi, qui a dit aussi, c'est que dans le cadre de la négociation, ça aussi, on ne peut pas tomber d'accord. 2242 du code de tiré 2 qui a dit ça. Bilan qu'a fait. C'est que comme il y a une obligation aujourd'hui là pour négocier, il y a ouvrir les négociations. Et comme la loi prévoit aussi qu'il peut couper, fermer à n'importe quel moment et se faire ça pour le des désaccords, qui a fait que aujourd'hui là, que quand ça traîne, et à partir d'un moment quelque chose une date, c'est où nous prenons ça nous ou bien nous prenons travailler. Et c'est pour ça que les récoltes
du moins les négociations, tout difficile. Et pourquoi il y a ce moment-là ça? Parce que le même loi là qu'a prévoir aussi, c'est qu'on ne peut pas entamer les négociations avant date là qui est signée l'année avant. Autrement dit, si patron nous devait réellement que nous fassions un accord, la loi aussi prévoit que nous depuis le mois de juin, juillet, et organiser nous, les moyens pour nous faire un accord. Et nous avons fait ce sujet aussi, c'est que la commission collective qui a on prend aussi à des revendications nous. Ni 3 l'année que nous demandons des ouvert et pas qu'à ouvert. Tout ça pour montrer en fait, c'est que la commission collective, hors des négociations obligatoires, il peut aussi crier nous, il pas crier nous parce qu'en fait, il sait bien que pays nippon va le faire, pays nippon pression à nous négocier et entre juin et juillet. Et c'est ça qui a fait que les négociations aussi difficiles. Martial Bissam, est-ce que ce n'est pas l'impression que vous allez mettre filière là en danger? Bientôt, qu'il y a la fin des quotas, si Guadeloupe est protégé encore par l'Union européenne, est-ce que vous allez mettre filière là en danger, je dis là? Non, mais c'est question, c'est que nous avons posé nous, parce que là, vous autres qui dit ça, ou qui dit que filière en danger. Vous fait comme si que nous pas fait partie de filière là. Nous aussi, on maille à filière là. Ça veut dire que nous, nous soucions énormément à libération à quota, mais nous soucions aussi énormément à tas de canaux que nous qui nous envoyé l'année là ça. Mais pas pour autant, je dis là, que situation en nous, pas d'être changée. Il faut savoir que nous avons un pays qui, c'est un pays qui cher. Et les indices aussi que nous avons pour négocier aussi, pas rien à voir, et réalité pays en nous. Autrement dit, je dis là, par exemple, il y a pour nous 0,45%. Et tout en sachant que nous avons un écart de produits en nous que nous avons consommé en Guadeloupe et vers la métropole qui est de plus de 25%. Ça veut dire que je dis là, marge là est très loin. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de fer qui sont là aussi fort. Ça veut dire qu'aujourd'hui là, il y a un autre bilan aussi que nous avons signalé et qui est important, c'est que quand nous avons constaté, nous n'avons pas de fer aussi fort, nous n'avons pas 3 l'année. Et pourquoi? Nous avons un homme qui dit qu'à réguler, nous peut dire énormément les néanaux, c'était M. Carbon qui peut vieillir. Et puis nous avons dit paix pour Namaï. Mais nous avons remarqué aussi que nouveau qui a remplacé aussi, je dis là, incapable d'imposer, incapable aujourd'hui de mener une négociation pour permettre que nous trouvions effectivement un compromis assez rapidement. Alors, ça veut dire que dit intransigeance ou pas à l'achat. Nous pas intransigeants. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est que le problème, c'est qu'il est incapable aujourd'hui là de canaliser aujourd'hui là les négociations que nous avons, qui a fait que les réunions que nous avons. En gros, nous pensons voter parce qu'en tant que carbone, nous pas les mêmes problèmes. Qu'est-ce qu'il prévoit pour la suite? Il y a notre réunion qui peut faire? Ou du moins, ça vous fait savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas nous qui avons décidé de réunion. C'est direction à les différentes entreprises qui ont accepté là. Je dis là, nous quittons nous pas à quitter nous que répondre, mais nous disons que certains, nous savons très clairement qu'à partir de mercredi prochain, tout le bien qui bouger. Et pourquoi? Parce qu'à partir de mercredi, il y a une date précise pour savoir qui a démarré. Nous savons qu'il y a une réunion faite à Maïgalant. Maïgalant prévoit démarrer le 9 mars. Ça veut dire que nous, peut-être, qui démarrer avant. Donc, je sais qu'il y a une base d'autres, ça s'ouvre alors? Non, non, ça, à part ça, nous, on veut dire qu'à partir de mercredi, les biens qui bougent. Ça veut dire que les patronages, aujourd'hui, là, puis qu'ils lèvent notre table. Ils sont obligés de rester là. Parce qu'ils savent concrètement que la écoute, nous, date, il faut y passer. Il y a moins ça, que ils ont cherché à organiser qu'on y a habitué pour puis laguer nous, emboucher les plantaires, laguer nous, emboucher les Guadeloupe et faire croire que les scélérats, les gens qui sont mauvais, c'est nous. Mais en général, nous avons fait bien comprendre que nous travaillons industriels, nous avons des intérêts, nous qu'on plante, des intérêts, qu'on les métallisines, les industriels qui ont des intérêts. Martial Bissam, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci. Le syndicat UNSA réuni en congrès aujourd'hui a posé les bases de sa nouvelle résolution, une feuille de route qui servira de boussole pour les 4 années à venir, avec comme thème central une société solidaire et éducative. Nathalie Dinan, Moïse Dexter. Manifeste pour une nouvelle société éducative et solidaire, un projet ambitieux que se sont fixés les délégués du syndicat UNSA pour les 4 prochaines années. Une nouvelle feuille de route qui résume les 2 journées de congrès consacrées à la situation sociale, éducative, à la solidarité, sans oublier le cœur de leur mission, la défense des personnels. Je crois que la première, c'est celle qu'on a vécue il n'y a pas longtemps à travers les grèves des 25 et 26 janvier. C'est-à-dire, on nous supprime des postes où est la solidarité nationale, alors que nous sommes peut-être l'académie qui a le plus besoin de postes, on nous enlève des postes, où est la solidarité. Mais la solidarité, ce n'est pas que la solidarité au niveau de l'école, c'est aussi au niveau de toute la société. Au niveau de l'UNSA Éducation, nous avons un certain nombre de valeurs qui sont la laïcité, qui sont la citoyenneté, qui sont aussi, comme je dis, la solidarité. Les dirigeants de l'UNSA sont conscients qu'ils ne pourront pas aller seuls au combat. La lutte contre la suppression de postes, ou encore contre l'attaque de certains acquis sociaux, ne pourrait être possible sans la solidarité et le regroupement en intersyndical.
L'UNSA gagne en force et en notoriété, une bataille gagnée à force de crier leurs revendications au-delà de nos eaux. Il ne suffit pas qu'on nous reçoive, il ne suffit pas qu'on nous écoute. Parce que moi, je leur avais bien dit lors de cette dernière réunion, surtout ne supprimez pas des postes au niveau de la Guadeloupe. Parce que nous sommes la seule académie avec toutes ces spécificités. Aucune autre académie n'est archipel. Lorsqu'on regarde par exemple le taux de chômage de la Guadeloupe, 23%. En France, lorsqu'on est à 10-11%, tout le monde crie, etc., etc. Donc, nous sommes effectivement, on nous reçoit, mais on espère quand même avoir plus de poids pour pouvoir, je dirais, vraiment agir. Et agir à la fois dans le cadre de l'académie, mais aussi pour l'université, le lycée agricole et les institutions où le syndicat est présent. Après 3 semaines de mobilisation, le conflit qui opposait les employés de l'entreprise CITA à leur patron a pris fin cette semaine, mardi soir précisément, après un accord obtenu au forceps. Reportage Karen Diamin. Eh bien, là, nous obtenons effectivement gain de cause dans leur évaluation des salaires, qui fait des salaires qui fait des bons de 450 €. Et nous qui continuons les négociations à travers les réunions depuis que nous mettons en place. Mais ça qui était primordial pour nous, c'est que nous obtiennent respecter la convention collective en toute bonne et due forme. On croit bien penser que les salariés sont contents. Là, on fait un bon salaire plus ou moins de 450 €. En les pouvoirs d'achat, pas ni rien qui peut empêcher de content que ça. Et quand nous rappelons, nous pas fini de négocier parce qu'il y a d'autres points que nous n'y avons, mais les points qui étaient immédiats, qui étaient faits que nous étions en conflit, nous trappons gain cause en l'air. Là, nous avons bien gardé, là depuis 2012, ce monsieur-là n'a respecté la convention collective. Là, on a constaté autrement, on a un salarié qui est 25 ans embauché dans l'entreprise, il a touché salaire en monde qui sorti embauché dans le BTP, ce qui veut dire 1300 €. Il faut nous arrêter de faire gérer aussi. D'accord, là, nous mettons les pendule à l'air, obligés de faire bon à 450 €. De toute façon, qui ne veut pas, il faut qu'on pose avec nous. Et là, nous avons essayé pour nous continuer à négocier dans le temps. Mardi prochain, l'école de prévention et de civisme inaugurera son nouveau label Bureau d'information jeunesse. Situé au cœur de Jarry, au plus près des entreprises, la structure dirigée par Samuel Cazomont entend mutualiser ses moyens avec de nouveaux partenaires de l'insertion sociale et professionnelle et ainsi contribuer à lutter contre le chômage des jeunes. Reportage Nathalie Dinan, Patrick Curie. Le jeune qui sillonne Jarry, CV sous le bras, pourra désormais s'adresser au bureau information jeunesse à l'école de prévention et de civisme. Cette dernière qui proposait depuis 2013 des formations d'animateurs de prévention aux risques naturels, à la délinquance, élargit son champ d'action. Ce nouveau label, c'est une façon d'être encore plus visible par rapport à nos actions d'insertion. C'est une façon aussi de rassurer ces jeunes qui, comme on l'a dit tout à l'heure, sillonnent Jarry pour une recherche de stage, une recherche d'emploi tout simplement, comme que nous sommes une structure capable de les accompagner, capable de les orienter, une structure en lien avec les autres acteurs de l'insertion et surtout les autres acteurs économiques. Situé au cœur de Jarry, le poumon économique de la Guadeloupe, ce nouvel espace dédié est prêt à recevoir le public en quête d'insertion sociale et professionnelle, un public de jeunes, mais pas seulement. On a toujours fait des actions d'insertion avec la maison départementale de l'enfance dans le cadre de l'ancien CUCS, contrat urbain de cohésion sociale, qui s'est appelé contrat de ville, avec d'autres partenaires tels que l'URCG, etc. Maintenant, le but, c'est que ce soit au bénéfice de cette jeunesse qui se cherche et en face de cette jeunesse, y mettre des personnes qualifiées, des encadrants techniques d'insertion, des conseillères en insertion professionnelle, capables de les orienter, capables de leur proposer des ateliers d'insertion, notamment notre atelier éveil à la citoyenneté. Les employés de l'école de prévention et de civisme n'agiront plus de façon isolée. Avec les nouveaux partenaires et le monde économique, ils pourront proposer un large panel de pistes d'orientation aux jeunes en recherche d'emploi. Dans un instant, les adieux du personnel de l'hôtel Saint-Georges de Saint-Claude. L'établissement fermera ses portes le 28 février prochain. Notre reporter s'est rendu sur place pour un dernier séjour. Et puis, journée dédiée à la propreté aux abîmes aujourd'hui. La population était sensibilisée à son environnement et appelée à s'impliquer davantage dans les plans d'action pour lutter contre l'émergence des virus comme le Zika.
3 jeunes Guyanais ont créé une bière 100% pays. Leur blonde a même décroché le bronze l'année dernière au Salon d'agriculture à Paris, dans les coulisses d'une réussite 100% locale, avec Jonathan Lariot d'ATV Guyane. Il est 9h du matin, Frédéric et Janice se mettent au travail. Ils doivent organiser leur journée. En à peine quelques heures, ils vont devoir embouteiller près de 5000 bouteilles de bière. Cela fait déjà 5 ans que Frédéric a commencé son aventure, créer un éventail de bières guyanaises. Aujourd'hui, il est le gérant de la Jeune Gueule, la seule brasserie de bière locale dans le département. Il nous accueille dans ses locaux afin de montrer comment on réalise une bière du pays. Aujourd'hui, la bière telle qu'on la connaît est principalement faite à base d'orge qui a été maltée. Cette orge maltée, en fonction de la bière que l'on va vouloir réaliser, on va mélanger des maltes qui sont blonds, des maltes qui sont plutôt caramel, et puis des maltes qui peuvent être carrément grillés. L'étape suivante, après avoir choisi ces types de malt et broyer son malt, on va brasser, c'est de là d'où vient le mot brasseur, on va brasser pendant plusieurs heures ce mélange de céréales et d'eau qui va permettre d'extraire le maximum de sucre, donc du sucre qui se trouve à l'intérieur de ces céréales. Une fois qu'on a récupéré donc ce mou sucré, on va l'envoyer dans la cuve de cuisson et là on va procéder à une assez longue cuisson. Le liquide va être récupéré, il va être ensuite refroidi très rapidement et ensuite envoyé directement dans les cuves de fermentation. On va, comme pour le pain, mettre de la levure et mettre ce mélange liquide et ensuite la fermentation va pouvoir commencer. Et une fois que les levures sont donc complètement évacuées, on va pouvoir procéder à la dernière étape qui est le conditionnement. Le conditionnement, eh bien, c'est tout simplement le fait d'embouteiller donc cette bière avec une petite particularité, c'est que cette bière est déjà gazeuse, donc il faut pressuriser la bouteille et ensuite envoyer le liquide à l'intérieur de la bouteille. Pour l'instant, au sein de la brasserie, seuls 2 employés sont présents dans son fonctionnement. Mais selon Frédéric, c'est un marché qui a de l'avenir en Guyane. Aujourd'hui, la demande elle est beaucoup plus forte que l'offre. C'est-à-dire qu'il y a en général des produits qui sont réalisés par des petits producteurs qui ne demandent qu'à grossir parce qu'en fait la demande elle est énorme. Nous aujourd'hui on a 4 bières en production. On a des projets pour en réaliser d'autres, mais pour l'instant, entre guillemets, il faut déjà justement, comme tous les autres, arriver à fournir la demande. Loin d'être à l'image de grandes productions industrielles de bière, la brasserie Jeune Gueule en étonne plus d'un. En février dernier, elle a reçu la médaille de bronze au concours régional agricole du dernier salon international de l'agriculture de Paris. Faut-il aider la police à accéder aux données numériques des téléphones pour élucider des enquêtes? Le cas vient de se présenter aux États-Unis. Le FBI a exigé aux fabricants Apple de déverrouiller les données personnelles d'un client soupçonné de terrorisme. La marque refuse. Elle craint de mettre en danger ainsi la sécurité, voire la vie de tous les utilisateurs du monde. Et vous, qu'en pensez-vous? Vos avis recueillis par Linda Kayarsi et Moïse Dexter. Dans la mesure où j'ai rien à cacher, je suis pas dans des conflits, rien. Ben, si la police devait prendre mon téléphone, ben, je serais d'accord. Je suis plus ou moins entre le oui et le non. Ça dépend de la situation. S'il s'agit justement du fameux l'attentat en question des États-Unis, j'aurais dit oui. Parce que je considère que moi, je n'ai pas été en cause. Donc, pour montrer que justement je ne suis pas en tort, je vais collaborer. Mais si c'est autre chose... Non. Ce sont des données personnelles, donc elles ne concernent que nous. Et donc, je ne vois pas en quelle utilité cela pourrait leur apporter des informations. En fait. Même pour le bien d'une enquête? Ça dépend si ça nous concernerait directement. Oui, pourquoi pas. Mais sinon, autrement, non. Ça dépend si ça doit servir à tout le monde. Si c'est pour des enquêtes qui intéressent toute la population, c'est possible. Autrement, ce sera un peu difficile. Vous pensez qu'il faut quand même protéger ces données, sa vie privée? La vie privée, ça s'arrête où? Ça commence où? C'est là le problème. C'est une question assez complexe, mais non, je pense que c'est aussi jouer sur la vie intime de chacun. Et moi, je pense que là, si plus personne n'a de vie intime, c'est assez embêtant. Pour mettre en enquête, on croit que yo suffisamment puissant, ça y a suffisamment de données pour démerder sans ça. On ne peut pas croire que ça qui apporte plus de moi sans penser
c'est toutes ces bitins-là, ça, qui a contribué à diminuer si liberté à moun. Moi je dirais non parce que ce sont des données personnelles et que voilà que c'est pas vraiment préconisé de voir les données de l'utilisateur quoi. Donc je pense que c'est pas une bonne idée. Même pour le bien d'une enquête, même dans le cadre d'un attentat? Si c'est pour le bien d'une enquête, oui, je pense que ce serait préférable de le faire. On devrait pouvoir accéder aux données des téléphones si elles peuvent servir à des enquêtes ou à ce genre de choses. Pour enquête, d'accord. Et puis c'est pour enquête sérieuse. Même si c'est dans les portables, ça va concerner. C'est juste pour faire enquête. Non, pourquoi? Mon téléphone, ça, moi, c'est personnel. Ça donne pas Même dans le cadre d'une enquête, d'un attentat? Je ne donne pas mon téléphone. Non. C'est moi qui me dois mon téléphone à moi. Ce téléphone à moi, c'est un cas payé. Alors, on va mon numéro là. Alors. Non. Numéro c'est à moi, c'est mon cas payé. L'heure était à l'examen de la maîtrise de leur chien pour les stagiaires agents de sécurité cynophiles. Hier soir, ils ont passé l'épreuve de nuit pour valider leurs acquis et obtenir enfin leur carte professionnelle, démonstration d'adresse et d'autorité au domaine canin de Jarry avec Nathalie Dinan et Patrick Curie. Il faut bien vous mettre dans l'esprit que vos chiens, ils sont restés longtemps dans les voitures. Donc sortez-les, promenez-vous avec, détendez-les. Quelques conseils avant le début de l'épreuve de nuit de l'examen d'agent cynophile. Ils sont 18 stagiaires inscrits. Après la partie théorique, la partie sportive, les futurs agents spécialisés sont évalués sur leur capacité d'appréhension. Et on vérifie la capacité du stagiaire à gérer une situation de conflit et on vérifie également les capacités du chien à résoudre un problème lors d'une intervention. Tout ce qui est sécurité, donc évaluation des moyens de communication, capacité à communiquer correctement avec un PC sécurité, capacité à gérer un individu, capacité à utiliser son chien. Et puis après, en fin de site de nuit, on leur fait faire un compte-rendu qu'ils seraient obligés de faire ensuite par écrit. De la rencontre du petit voleur au sans-domicile fixe caché dans un entrepôt, autant de scénarios, de situations que ces stagiaires sont susceptibles de rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions. C'est pas la première fois qu'on en fait. Les chiens, généralement, ils trouvent facilement. C'est après que ça vient, c'est l'intervention en elle-même qui est un peu plus stressante, mais sinon, on arrive à gérer généralement. Étant donné que nous ne sommes pas des hommes, généralement, on ne nous prend pas au sérieux. Du coup, heureusement que le chien est là pour faire diversion. Et pour dissuader. 1200 heures de formation pour obtenir la carte professionnelle d'agent de sécurité cynophile. S'ils valident toutes les épreuves, ces hommes et femmes viendront gonfler les rangs de la trentaine d'agents en place. Aujourd'hui, ces stagiaires sont formés aussi bien au SST que le CQP APS, toute la cynophilie théorique et pratique. Ils ont des épreuves test de Cooper, ils ont une formation self-défense et aujourd'hui cette formation est complète et très réclamée par les donneurs d'ordre, c'est-à-dire les patrons de sociétés de gardiennage qui ont besoin de jeunes formés pour combler le déficit que nous avons en agent cynophile sur la Guadeloupe. Un agent de sécurité avec cette spécialité cynophile ne reste pas longtemps au chômage. Ce plus est très demandé par les sociétés de gardiennage. Ces chiens formés à la sécurité deviendront ensuite, lors d'une deuxième phase, des détecteurs d'armes, d'explosifs ou de munitions. Josette Borel, l'incertain, était à Boissard aux Abîmes ce matin. La présidente du conseil départemental s'est rendue au foyer de vie de l'association Soleil Levant. Elle accueille des personnes en situation de handicap mental. Le reportage d'Yvan Lemar. Cela fait 25 ans que le foyer de vie de l'association Soleil Levant accueille 40 personnes ayant des déficiences intellectuelles. Objectif, favoriser l'autonomie et l'insertion sociale grâce à différentes activités. Nous avons deux pôles, un pôle technique et un pôle éducatif. Donc sous le pôle technique, on leur propose un peu des activités telles que la cuisine, l'espace vert, le textile et l'art déco.
Sur le pôle éducatif, nous avons des ateliers comme l'atelier informatique, l'atelier apprentissage scolaire, l'atelier veille et vie sociale, l'atelier autonomie domestique, l'atelier sport. Cette structure est soutenue par le département à plus de 2 millions d'euros. Cette visite était surtout l'occasion de voir le travail effectué sur le terrain. L'objectif, c'était d'abord rendre, je dirais, hommage aux personnes qui accueillent et qui sont dans cette structure, que ce soit la directrice, mais la personne qui a été à l'origine, je dirais, de ce bel endroit. Je dirais bel endroit parce que on y accueille des gens qui sont en difficulté, parfois des handicaps relativement lourds, et dire aussi au conseil d'administration, aux membres qui sont là, que le conseil départemental est et sera à leur côté. Donc une matinée de rencontre, une matinée de visite et une matinée de travail. Ce moment d'échange a aussi permis de présenter de nouveaux projets. Nous avons pour projet de créer une structure d'hébergement pour les personnes en situation de handicap qui vieillissent, pour leur proposer un accompagnement adapté. Donc voilà, donc nous avons voulu la sensibiliser à cette cause-là. Nous avons aussi voulu la sensibiliser à tout ce qui concerne l'aménagement. Parce que justement, il faudrait aussi que notre structure soit adaptée, soit accessible, qu'il y ait des barres d'appui, etc. Donc nous avons voulu vraiment qu'elle voie un peu la configuration de nos structures pour nous donner les moyens de rendre notre structure accessible pour ces personnes qui vieillissent et qui justement, par le vieillissement, ont des problèmes de mobilité, ont la mobilité réduite, etc. 2 autres projets pour ce foyer sont en préparation, l'intégration de certains résidents dans des entreprises et faire le tour de la Guadeloupe à la voile. La ville des Abîmes a organisé ce matin une matinée de sensibilisation à la propreté sur la place Éric Jalton. L'objectif, sensibiliser les gens, la population à son environnement et l'inciter à s'impliquer davantage dans les plans d'action de lutte contre les virus qui menacent notre archipel. Le reportage de Karen Diam. Avec une population de plus de 60 000 habitants, la ville des Abîmes mène un combat acharné pour entretenir la propreté de son territoire. Avec les différents acteurs tels que le CIVAD, les bailleurs, les associations, le CEPSI, en fait, tout un regroupement de personnes sensibles, de manière à pouvoir définir quelles sont les responsabilités, quelles sont les tâches, passer aussi par l'éducation, l'information, puisque c'est nécessaire aujourd'hui. Si on parle de réaction à avoir, c'est qu'en amont, nous avons informé que quelque part, on peut faire mieux, puisque c'est un problème qui regroupe l'ensemble de la population guadeloupéenne, mais bien évidemment, quand on regarde bien le monde même aujourd'hui, quand on parle d'environnement, c'est qu'il y a un problème et il faut qu'on réagisse. Pour ce faire, la ville peut alors compter sur l'aide de partenaires engagés. Notre implication elle est au quotidien, puisque nous on a la chance d'avoir des gardiens d'immeubles qui eux portent l'information au niveau des locataires tous les jours, sensibilisent les locataires au niveau de la gestion des déchets, sensibilisent au niveau des encombrants et portent des actions aussi de correction quand il le faut au niveau des locaux poubelles. Donc ce qui veut dire que c'est une lutte au quotidien du bailleur et aussi c'est une lutte citoyenne. Donc il faut qu'à la fois le locataire il est aussi avant tout un citoyen et en tant que citoyen il doit avoir les bons réflexes. Et les bons gestes ou réflexes, Gérard les a dispensés aujourd'hui à tous ceux qui ont visité son stand. On leur a expliqué qu'en premier temps que les déchets il faut quand même les connaître. Donc on a fait un tableau qui représente la qualification des déchets, à combien de pourcentage sont les différents types de déchets, ça c'est la première étape. Savoir la composition d'un déchet. Un exemple, on sait que le verre, la base composante du verre, c'est du sable. Donc connaître les éléments naturels qui créent les déchets. Okay? Et troisièmement, trouver les alternatives, consommer en d'autres genres. Prendre conscience même à la consommation de tous les jours pour que demain, que nous soyons des citoyens conscients. Une pédagogie qui a tout de suite porté ses fruits. C'est toute cette journée bien et ça peut aider aussi aux jeunes pour la propreté des abîmes. Et même moi aussi, vu que moi je ne connaissais pas, on m'a amené, j'ai vu, ça m'a un peu touché de voir la vie des abîmes et dans cet état-là. J'admets que c'est pas tout le temps que je participe au tri, mais ça m'arrive de participer et moi j'ai dit dorénavant, c'est vraiment possible pour le faire un peu plus souvent. Avec cette seconde matinée de sensibilisation, la ville des Abîmes s'inscrit dans une véritable démarche environnementale.
Hier, nous évoquions les risques liés à l'exposition des enfants de moins de 3 ans aux écrans. Je vous propose d'écouter les conclusions d'un spécialiste sur cette pratique, interrogé par Anouilh Koursi d'ATV Martinique. Donc, par exemple, un enfant qui est assis devant la télé, assis sur une chaise, sur un fauteuil, un canapé, n'importe, il n'a pas à gérer son équilibre comme il pourrait être en train de le faire s'il était en train de courir ou de faire du vélo ou toute autre activité où tout le corps est en mouvement. Donc, par la suite, il peut y avoir des impacts sur le développement de l'enfant qui peuvent être constatés lors du bilan psychomoteur, lors d'autres visites médicales, paramédicales, qui peuvent être aussi constatés par au quotidien par les parents et par l'école. Donc un enfant aussi qui est devant la télé n'a pas l'occasion de faire différentes expériences qui vont lui permettre de découvrir aussi les différentes sensations. Le chaud, le froid, le sec, le mouillé ou autre. Alors les séquelles, elles peuvent être de tout ordre. Ça peut être, comme je vous disais, d'un point de vue moteur, donc des acquisitions au niveau de l'équilibre, par exemple, qui ne sont pas faites, mais ça peut être aussi d'un point de vue des capacités attentionnelles. C'est-à-dire que les dessins animés, par exemple, sont sur des temps de plus en plus courts, notamment pour les petits-enfants, ce qui peut limiter ses capacités, ou en tout cas impacter ses capacités de manière négative. Les capacités elles sont aussi d'un point de vue de l'imaginaire, c'est-à-dire que l'enfant est simple consommateur d'images. Il n'a plus à chercher des images de lui-même dans son esprit. L'hôtel Saint-Georges de Saint-Claude vit ses derniers jours, racheté par la Société d'économie mixte matrimoniale de Guadeloupe, dont l'actionnaire majoritaire est le Conseil régional, pour 1 million d'euros remboursables sur 10 ans, fermera ses portes le 28 février prochain. Un dernier séjour à l'hôtel Saint-Georges, un reportage signé Loïs Ignace. L'hôtel Saint-Georges vit ses derniers instants et donne l'impression que le temps s'est déjà arrêté. Les employés se souviennent de ces moments où l'établissement était à son apogée. Angèle fait partie du personnel présent depuis l'ouverture de l'hôtel Saint-Georges en 1996. Elle garde de très bons souvenirs des clients anonymes ou célèbres comme Jenny Alpha, la chanteuse et comédienne martiniquaise. Jenny Alpha, parce que c'était une cliente agréable, elle était douce, elle parlait le matin, on échangeait, elle était formidable comme dame. J'ai fait du social avec une petite mamie. Je l'ai soutenue parce qu'elle était en croisière et son mari a eu un arrêt cardiaque. Donc, elle est venue à l'hôtel et puis je la soutenais. On l'appelait la petite mamie, elle était agréable, elle venait du Canada. Monique, réceptionniste, se souvient de cet établissement qui au départ n'était pas un hôtel commercial, mais un lieu de formation dédié au métier de l'hôtellerie et de la restauration. Alors au départ, il y avait le restaurant gastronomique qui était à la fois restaurant gastronomique et restaurant d'application. Parce qu'en fait, on a également une école hôtelière qui est l'IRHT. Et ensuite, avec l'arrivée de l'hôtel, qui a servi d'hôtel d'application, par rapport également aux formations en hébergement. Au niveau de restaurant, le personnel avait un uniforme, à la réception. Dans chaque service, il y avait un uniforme approprié pour le service. Après avoir gravi les échelons, Patrick Porcher est devenu le responsable de l'hôtel Saint-Georges en 2013. Et c'est avec nostalgie qu'il nous raconte ses souvenirs. De très bons souvenirs avec un très bon directeur, un très bon président de chambre de commerce, M. Jean-Jacques Fayel, qui est malheureusement décédé. Mais c'était la période phase de cet établissement. Ensuite, on va dire, d'année en année, l'hôtel a été un peu oublié. Alors nous avons eu des ministres comme Mme Gérardin, Mme Alliot-Marie, nous avons eu aussi des sportifs comme Thierry Riner, Marie-Josée Pérec, Laura Flessel qui sont venus, et puis d'autres personnes comme Pascal Légitimus et bien d'autres. Ça fait quand même 18 ans et demi que j'y suis, donc je l'ai vu grandir, on va dire. Je vois à l'état actuel, et puis bon, mais dire que dans 2 semaines tout est fini, c'est vrai que c'est particulier quand même. Cet hôtel 3 étoiles de 40 chambres et d'une capacité d'accueil de 80 personnes fermera ses portes le 28 février prochain à la clientèle et le 4 mars aux employés. La majeure partie du personnel a été reclassée dans différentes structures administratives. C'est la fin de notre édition locale et régionale. Dans un instant, questions directes présentées par Eddy Planté.